Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Antoine, élu président de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine. Bienvenue dans le débat de France 24. C'est donc une nouvelle ère qui s'ouvre en République démocratique du Congo avec, il faudra désormais s'y habituer, un Tshisekedi à la présidence. Non pas Étienne, le père, l'éternel opposant, à Mobutu d'abord, puis au Kabila, mort avant d'avoir pu entrevoir la victoire, celle qu'a donc fini par décrocher son fils, Félix, porté par la machine UDPS du paternel, rompu aux joutes électorales, une revanche sur le destin en quelque sorte, mais qui pose un certain nombre de questions, car derrière la belle histoire familiale, est-ce une véritable alternance ou bien une forme de continuité qui attend maintenant la RDC? Pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Sonia Rollet, journaliste au service Afrique d'RFI. Vous avez été correspondante en République démocratique du Congo, Sonia. Également parmi nous aujourd'hui Vincent Hugeux, grand reporter à l'Express. Bonjour Vincent. Jean-Claude Félix Chikaya, chercheur à l'Institut de prospective et sécurité en Europe. Merci d'être avec nous. Et puis en direct de Kinshasa, qui a suivi pour nous à la fois l'élection et cette investiture, c'est Thomas Nicolon. Thomas, le président Félix Tshisekedi est revenu sur cette première transition pacifique depuis l'indépendance. On va l'écouter. 59 ans après notre indépendance, le peuple congolais réalise par son engagement démocratique une transition du pouvoir entre un président élu sortant et un président élu entrant. Nous tenons à exprimer pour la première fois devant vous notre reconnaissance au peuple congolais de nous avoir accordé à travers son suffrage ce grand honneur. On a le sentiment, Thomas, à Kinshasa, d'avoir vécu aujourd'hui une journée historique. C'est une journée proprement historique à Kinshasa, une passation de pouvoir démocratique et apaisée en République démocratique du Congo. En tout cas, c'est l'étiquette que l'on a collée sur cette élection depuis plusieurs mois. C'était le but de cette élection, mener à cette première transition démocratique en RDC. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui avec des images étonnantes. Félix Tshisekedi tout sourire face à Joseph Kabila, des embrassades entre le président sortant et le nouveau président. Un président sortant qui remet les insignes du pouvoir à Félix Tshisekedi et qui tourne le dos et qui quitte le palais de la nation. Ce sont des images étonnantes alors que Félix Tshisekedi, jusqu'à il y a encore quelques mois, était un opposant assez dur dans ses mots contre Joseph Kabila. Alors il est encore opposant à l'heure actuelle, mais il avait des mots très durs à l'encontre de Joseph Kabila. Maintenant, aujourd'hui, ce jeudi, lors de cette prestation de serment, le but de Félix Tshisekedi a été de rassembler. Il a essayé d'unir et d'unifier derrière un discours en rendant hommage à beaucoup de monde. Quoi qu'il en soit, malgré les doutes qui persistent autour de cette élection, selon de nombreux observateurs et organisations, c'est bel et bien une journée historique que l'on a vécue aujourd'hui à Kinshasa. Alors, il y a aussi eu ce moment d'hésitation, il faut bien le dire. On n'a pas bien compris ce qui s'est passé. Ce malaise du nouveau chef de l'État à peine investi. Là aussi, je vous propose de le regarder. Chers compatriotes, ce jeudi 24 janvier 2019 est un jour historique. C'est un jour rêvé par tous les acteurs qui ont porté notre beau pays dans ce qu'il avait de noble et le garant d'une bonne gestion de nos ressources naturelles. Non, ça va pas. Clôture. Ici, président, mesdames, messieurs les invités. Ici, président, mesdames, ici, président. Thomas, pour vous qui étiez sur place, quel est le sentiment qui a alors parcouru l'assistance ?
C'était un moment très étrange que l'on a vécu au Palais de la Nation. Félix Tshisekedi s'est interrompu en plein milieu d'une phrase et puis la foule n'a pas bien compris ce qui se passait. Les téléspectateurs qui n'étaient pas présents sans doute n'ont pas compris non plus puisque la télévision nationale congolaise a coupé la retransmission en direct. Il y a donc eu ce moment de flottement. On ne savait pas si la cérémonie allait reprendre. On ne savait pas si la cérémonie allait donc se terminer suite à ce malaise, suite à ce moment étrange. En tout cas, Félix Tshisekedi a fini par revenir au pupitre et a cité Mobutu en disant « Comprenez mon émotion ». Il a donc pu terminer le discours de son investiture. À noter que c'est peut-être la chaleur, cette saison des pluies particulièrement humide à Kinshasa qui a pu causer ce malaise, également le surmenage et le stress des dernières semaines, mais l'un de ses porte-paroles évoquait notamment le gilet pare-balles que portait Félix Tshisekedi qui était peut-être un peu trop serré. On peut le voir sur les photos et sur les vidéos. Il est assez évident que M. Tshisekedi portait un gilet pare-balles aujourd'hui. C'est apparemment cela qui a amené ce malaise. Merci Thomas, vous restez avec nous à Kinshasa. Sonia Rollet, c'est un moment historique avec aujourd'hui la République démocratique du Congo, malgré, on va le voir, les doutes qui persistent. Oui, évidemment que c'est une journée historique parce que c'est une passation pacifique du pouvoir. Je pense qu'on l'a très bien entendu et c'est un point sur lequel et Joseph Kabila et Félix Tshisekedi ont tous les deux insisté dans leur discours, puisque le président sortant a lui aussi s'est adressé à la nation hier soir. C'est vraiment... Et je pense que c'était assez étonnant de voir, y compris parfois des ennemis politiques, aujourd'hui se dire quand même ces images-là, on les a jamais vues en RDC, quoi. Il y a eu des coups d'État, il y a eu des passations violentes, mais pour les gens qui sont nés après l'indépendance, c'est vrai que c'était un moment, même ne serait-ce que de voir les militants de l'UDPS s'amuser avec les militaires. Ces scènes de voir les militants de l'UDPS, les combattants, se retrouver dans l'enceinte du Palais de la Nation, pouvoir circuler comme ils voulaient, monter sur les arbres. C'est vraiment évidemment des choses... c'est des images inédites, quoi. L'UDPS présente en masse dans une manifestation officielle Jean-Claude Félix Tchikaya. C'est ça aussi la nouveauté ? C'est une nouveauté, c'est une joie. On peut y mettre des nuances dans la joie, ce qui était attendu jusqu'au début novembre. C'était pas ce type d'alternance, c'était une alternance totale. Les deux premiers. Ou pas d'alternance du tout. Ou pas d'alternance du tout, mais c'était plutôt l'alternance qui était le souhait de la plus grande partie, en tout cas de la majorité des Congolais. Cette joie démonstrative, c'est comme une volonté de tordre le bras à la classe politique et notamment mettre un peu plus de pression entre les lignes, mais aussi de manière explicite, à Monsieur Félix Tshisekedi. Beaucoup au Congo connaissent bien la complexité de l'histoire politique du pays. Ils connaissent bien l'histoire de la classe politique qui, aujourd'hui, aucune personne n'est dupe à Kinshasa, Kisangani et ailleurs. Et cette joie, c'est quand même... Voilà, c'est un opposant qui est au pouvoir, mais nous savons que c'est peut-être pas celui qui devait être au pouvoir, mais notre joie, c'est pour vous mettre la pression, entre guillemets, pour ne pas nous voler une seconde fois nos aspirations, sans candeur, sans candeur aucune, mais c'est pour mettre une pression supplémentaire à la classe politique, et notamment à Monsieur Tshisekedi, où il y a plus qu'un rapprochement, il y a plus qu'une cohabitation qui est en train de se tramer une coalition, on y reviendra tout à l'heure, mais on peut comprendre que les aspirations, pour ceux qui sont nés avant les indépendances et juste après, et notamment donc la plus grande partie de la population de RDC, c'est dire attention, regardez-nous, nous savons ce qu'a été donc cette élection qui est présentée aujourd'hui avec les atours de pacifique, mais bon, il y a eu quand même quelques morts, donc notre exigence et notamment à l'égard des familles qui sont quand même éplorées, c'est de dire pacifique, alternance. Vous avez dit alternance, attention, le plus dur commence. C'est ce qu'ont voulu saluer, Vincent Hugeux, les chancelleries étrangères qui, de l'Union africaine aux États-Unis en passant par l'Union européenne, malgré les doutes qu'elles ont exprimés initialement sur ce scrutin, ont fini par prendre acte de l'élection de Félix Tshisekedi. Pur exercice de réel politique. Vous savez, dans l'échelle des peines diplomatiques, prendre note ou prendre acte, c'est quand même tout en bas de la gradation. Ça veut dire que on convient que le principe de réalité commande d'admettre un résultat, même si on l'estime illégitime, et de travailler avec la nouvelle équipe.
pour mesurer le chemin parcouru. Songez qu'en août 2017, il n'y a donc pas si longtemps, le même Félix Tshisekedi annonçait son intention, en cas d'accession au pouvoir, de créer une commission Vérité et Réconciliation, dont l'une des vocations aurait été d'exiger de Joseph Kabila de rendre des comptes et de statuer sur le fait qu'il puisse ou non rester sur le territoire national. Voyez où on en est aujourd'hui. Loin de moi la volonté de casser l'ambiance ou de minimiser l'euphorie palpable et au fond assez touchante des combattants, comme ils s'appellent eux-mêmes, de l'UDPS, mêlés aux officiels aujourd'hui. Mais enfin, quand même, c'est une alternance piégée. Là, on a une figure de style politique qui est assez intéressante, c'est la tropicalisation du giscardisme, le changement dans la continuité. Je m'arrête simplement sur 2 choix lexicaux de Joseph Kabila lors de son message à la nation. D'abord, c'était donc la veille, hier soir. D'abord, c'est un message, et les médias officiels l'ont relayé de cette manière-là, un message d'au revoir. Ce n'est pas un message d'adieu, nuance. Plus intéressant encore... Il reste sénateur. Hein. Il reste sénateur à vie, bien sûr, avec les avantages afférents, mais c'est pas l'essentiel pour lui, à mon sens. On y reviendra aussi. Il dit dans ce message que Félix Tshisekedi, qu'il décrit donc comme le président élu de RDC, son successeur donc, pourra compter sur son aide. Moi, je pense qu'il va devoir surtout compter avec lui. Et avec... tout le dispositif qui a été méthodiquement mis en place dans les 2 années écoulées et qui a consisté, c'est de la politique classique, à verrouiller, à noyauter l'appareil sécuritaire, militaire, de défense et de renseignement, mais aussi tout ce qui touche aux ressources naturelles de ce pays. Donc voilà, maintenant on peut soutenir, et j'admets tout à fait cet argument, que l'élan dont on a eu une sorte d'aperçu à la mi-journée aujourd'hui, va faire bouger les lignes. Je suis très sceptique, je crois qu'il faudrait faire preuve d'une candeur d'angelot pour laisser supposer que Kabila n'a pas le projet de garder le contrôle sur l'essentiel des leviers exécutifs dans ce pays. Il n'y a aucune candeur de la part du peuple de RDC, qui est au premier chef concerné par cette vie politique jonchée de violences politiques. Ce qu'on peut dire, c'est que le peuple de RDC dit de manière assez implicite, nous ne sommes pas touchés par une schizophrénie politique, ni par le syndrome de Solcom. On voulait que les oppositions soient les 2 premières. Ils savent très bien ce qui s'est tramé, ils connaissent on ne peut plus les réalités un pays où la corruption est endémique, à tous les étages, dans tous les domaines de la société, donc ils savaient bien qu'ils pouvaient avoir ce type malheureusement de scénario. Et quand je dis qu'ils veulent tordre le bras pour mettre une pression devant des répressions qui ont aussi jonché leur vie quotidienne, ils ont aussi d'autres répressions et aspirations, c'est une désécurisation sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan des corruptions et autres, et tous les mécanismes que ces décennies qui se sont donc succédés avec un tel personnel politique, on voit bien que la société civile, elle aussi, s'auto-réforme, tout en disant, attention, nous savons que le premier n'est pas le premier, et que le deuxième n'est pas le deuxième, et que comment vous pouvez, aux yeux du monde, nous présenter comme un peuple qui serait touché par une schizophrénie politique, c'est-à-dire en quelques secondes voter pour un changement et pour l'opposition qui aurait donc les 2 premières places, et pour les provinciales, les législatives, le Sénat et autres, donc qui donnent de véritables leviers, nous serions donc touchés par une schizophrénie, non pire, le syndrome de Stockholm, on voudrait Monsieur Kabila en quelques secondes. Donc non, c'est plutôt, il y a beaucoup de choses qui se disent aussi entre les lignes, mais très explicite en RDC comme ailleurs, mais en RDC là en l'occurrence. Oui, un mot sur les doutes effectivement qui entourent cette élection, parce que Martin Fayulu, donc l'autre candidat de l'opposition, parle de putsch électoral. Il conteste sa défaite et se considère comme le seul président légitime de la République démocratique du Congo. Sonia Rollet, pour RFI, vous avez avec vos confrères de TV5 Monde, du Financial Times et en collaboration avec le groupe d'études pour le Congo de l'Université de New York recueilli les analyses et les données issues de 2 fuites de documents. En fait, vous avez analysé plutôt ces données issues de 2 fuites de documents. L'une qui provient directement de la commission électorale, la CENI, l'autre de la conférence épiscopale de République démocratique du Congo. On va le voir, ces 2 documents concordent et donnent des résultats finalement très différents de ceux publiés officiellement par la CENI. Voilà, alors on a la première fuite, c'était une fuite de documents qu'on nous présentait comme des documents de la CENI. Donc
évidemment, la source, on avait des informations comme quoi, par exemple, Moïse Katumbi se baladait à ce moment-là en Afrique australe avec 3 pages de résultats qu'il disait avoir de la CENI. Donc on pouvait avoir des doutes sur la source, évidemment, et donc on s'est dit, il y a 2 méthodes de vérification. La première, c'est d'aller chercher la mission électorale, d'observation électorale, qui a le plus d'observateurs dans le pays. Donc il y a une querelle de chiffres avec la CENI, mais on sait qu'ils sont au moins, même selon les chiffres de la CENI, selon le tableau interne, on sait qu'ils sont plus de 35 000, et sûrement avec d'autres associations, ils arrivent aux 39 000 dont parlent les évêques. Et pour la première fois de l'histoire de la conférence épiscopale, ils ont décidé, après l'échec finalement de ce qu'ils avaient fait en 2011, puisque là aussi ils avaient contesté les résultats, ils ont décidé de compiler eux-mêmes les résultats. Et ils sont arrivés jusqu'à 71% de compilation de données. Ils ont aussi un échantillon représentatif qui leur a permis à ce moment-là d'avoir une idée de ce qui se passait à travers le pays. Et donc on a comparé les données qu'on nous disait de la CENI avec ces données-là, et on a trouvé des correspondances qui sont à peu près parfaites, à part à une province près sur le Kasaï, mais on sait que l'Église catholique peut avoir des problèmes à ramasser tous les PV des sites de vote. Et puis après, l'autre exercice qu'on s'est imposé, c'est d'aller chercher des PV dans des sites de vote et de les comparer là aussi avec les données, donc d'aller les chercher au Nord Kivu, dans le Massissi, dans le Rutshuru, à Goma, de le faire aussi dans la Tshopo, par exemple, à Kisangani, à Bandaka, à Kasongo, par exemple, et d'aller chercher les sites de vote et de voir si ça correspondait aux sites de vote sur cette base de données. Et là aussi. Et tous ces résultats-là sont cohérents. Et ce test aléatoire de cohérence, ce contrôle aléatoire de cohérence, nous fait dire que probablement on est dans des résultats qui sont très cohérents. Si la Cinco est honnête dans sa démarche, et si on considère, ça veut dire que les résultats sont assez clairs. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui une mobilisation de l'Église pourrait changer la donne ? D'ailleurs, on n'entend plus tellement l'Église ces derniers jours. Elle est rentrée dans une relative discrétion, non ? Je pense que l'Église, elle suit. Et je crois que ce qui a beaucoup impressionné tout le monde, et ce qui a rendu aussi le fait que Félix Tshisekedi puisse prendre le pouvoir là, ça a été la mobilisation des Congolais le jour du vote. Ça a été la détermination des Congolais à voter malgré le fait qu'il n'y ait pas de liste électorale, à voter malgré les problèmes, les dysfonctionnements des machines à voter. Même à Béni, où on leur a interdit de voter, ils ont organisé un vote. Et que la Cinco, dans sa démarche, s'est dit on doit soutenir ce choix fait par le peuple congolais. Maintenant, ils vont pas, c'est pas forcément eux, ils ont jamais voulu avoir forcément du sang sur les mains ou de se retrouver face à une répression. Donc ils vont mesurer leurs gestes à partir de maintenant. On va en reparler dans un instant. C'est la fin déjà de la première partie de ce débat, mais on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie avec également un Thomas Nicolon qui est toujours avec nous en duplex de Kinshasa. Félix Tshisekedi a donc été investi aujourd'hui président de la République démocratique du Congo. On en débat avec toujours à mes côtés Sonia Rollet, journaliste du service Afrique de RFI, ancienne correspondante en RDC. Également toujours avec nous Vincent Hugeux, grand reporter à l'Express. Jean-Claude Félix Chikaya. Vous êtes, vous, de l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Et puis toujours avec nous en duplex de Kinshasa, c'est Thomas Nicolon, notre correspondant sur place. Thomas, Félix Tshisekedi aujourd'hui a pris un certain nombre d'engagements devant ses partisans et la foule réunie à l'occasion de cette investiture, notamment la libération de tous les prisonniers politiques. Oui, Félix Tshisekedi a pris beaucoup d'engagements aujourd'hui. Vous l'avez dit, la libération des prisonniers politiques, mais également une meilleure protection des ressources naturelles. Il a parlé des énergies en RDC, mais bien évidemment, c'est un discours ambitieux, mais c'est un discours d'investiture et bien évidemment il faut que tout le monde soit heureux, si l'on peut dire, en écoutant ce discours. C'est pour ça aussi qu'il a rendu hommage à beaucoup de monde, de Mobutu en passant par Kabila, même à Martin Fayoulou, l'opposant qui s'estime toujours vainqueur de cette élection présidentielle. Félix Tshisekedi a déclaré que le combat de Martin Fayoulou était un exemple pour la vitalité de la démocratie en République démocratique du Congo. Donc c'est un discours avec des engagements, un discours ambitieux, un discours où il a voulu rendre hommage à tout le monde, unir, avant bien évidemment. Maintenant, ce qu'il va falloir voir, ce sont les mesures concrètes et les actions de Félix Tshisekedi, parce que ce que l'on voit dans la rue à Kinshasa quotidiennement, c'est que les Congolais nous disent Félix Tshisekedi, d'accord, ceux qui n'ont pas voté pour lui disent
attendons quelques mois. On va lui laisser sa chance, mais il a intérêt à faire ce qu'il doit faire pour améliorer notre quotidien. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans la foule, les militants de l'UDPS criaient à Félix Tshisekedi, Félix, n'oublie pas que ton papa disait le peuple d'abord. C'était assez étonnant de voir en pleine investiture les militants de l'UDPS dire ce genre de choses au nouveau président de la République et président également de l'UDPS. Alors maintenant, la suite, et j'entendais parler les invités sur le plateau de savoir lire entre les lignes, de parler de l'influence de Kabila. Lire entre les lignes en RDC est un exercice très périlleux, et la présence et l'influence de Kabila après la prise de pouvoir de Tshisekedi, beaucoup ont envie de la voir, cette influence. Il va falloir attendre. Kabila a envie, lui, d'avoir cette influence, c'est sûr. Mais au cours des semaines et des mois qui vont venir, on en saura davantage sur la manière dont le pouvoir va s'organiser. Et il y aura peut-être, comme d'habitude, des surprises en RDC. Vincent Hugeux, les militants de l'UDPS, opposants de longue date au pouvoir en place, ne sont pas devenus subitement des kabylistes. Ils n'ont pas renoncé, comme on vient de l'entendre, à transformer le pays. Non, certes, ils espèrent beaucoup dans l'habileté tactique, le charisme, l'énergie de leur héros, en tout cas du fils du légendaire Tshisekedi, fondateur de la dynastie, mais vous savez, il y a des tests qui vont arriver assez vite et qui seront, à mon sens, très pertinents. Sur la question des libérations ou de mesures symboliques en termes de droits de l'homme, etc., je pense que, pour des raisons purement tactiques, le verrouillage kabyliste va laisser un peu de marge de manœuvre. Parce qu'il faut évidemment crédibiliser. Il faut, en quelque sorte, étayer le discours de l'alternance. Maintenant, je parlais d'échéances rapprochées, mais le choix du Premier ministre. Or, institutionnellement, le président élu est tenu d'aller le chercher dans la famille politique qui domine le Parlement. Or, vous voulez dire que le colistier Vital Kamerhe ne peut plus être celui-là? Non, le ticket était une vue de l'esprit. Dans l'hypothèse d'une victoire raz-de-marée, on n'en est pas là. On sait très bien, l'AFP en a donné quelques grandes lignes ce matin, l'agence France-Presse, qu'il y a un accord qui s'appelle accord de partage du pouvoir et qui stipule, par exemple, que tel ministère reviendrait à tel ou tel. Bon, donc ça c'est une donnée dont il faut dire. Le choix du Premier ministre, qui, selon toute vraisemblance, appartiendra au premier cercle de Joseph Kabila. Et quand on connaît l'équilibre des pouvoirs dans l'ex-Zaïre, la marge de manœuvre de Tshisekedi sera extrêmement étriquée. Et puis, vous savez, on nous explique par exemple que selon cet accord, et selon toute vraisemblance là encore, les ministères dits régaliens devraient revenir aux tshisekédistes, mais donc affaires étrangères. Simplement, une administration, ça fonctionne pas comme ça. Vous avez un ministre, mais un ministre, ça se marque à la culotte, comme on dit au football. Un ministre, ça se doublonne. Les administrations, elles ne sont pas dirigées par les ministres, mais par des gens qui sont en place depuis des années. Donc, je veux dire, il y a devant Tshisekedi des échéances purement formelles, où il va essayer d'asseoir son autorité, et le poids écrasant de la réalité du quotidien. Et c'est là que ça va se jouer, c'est dans ces interstices-là. Et je termine là-dessus. L'impatience, la volonté que vous mentionniez à l'instant de la part des militants, de ceux qui font la fête aujourd'hui, eh bien, c'est là-dessus qu'elle risque de s'user au fil des mois. Oui, parce qu'il faut le dire, Jean-Claude Félix Tchicaël, la réalité aujourd'hui du paysage politique en RDC, c'est qu'il n'a pas tellement changé parce que l'Assemblée, elle, reste plus que jamais aux mains du camp Kabila, le Front commun pour le Congo, qui a remporté, en tout cas officiellement, les élections législatives. Bien sûr. Tout à l'heure, quand je parlais, pas de manière périlleuse, de lire entre les lignes, c'était assez explicite, en lingala, dit par des milliers de personnes, attention, ce que ton père disait, et ils font aussi appel à beaucoup plus loin, sans anachronisme, à Patrice Lumumba, n'oublie pas le peuple. Ils savent qu'ils ont été oubliés dans leur vie quotidienne. Donc c'était assez explicite. Quand je dis, là, j'essaye de mettre à disposition des téléspectateurs français et mondiaux ce qui est entre les lignes, ce qui se dit dans la rue et qui a été dit en lingala, crié assez fort pour que Monsieur Félix Tshisekedi, pendant son discours, entende. Attention, on entend ce que tu dis. Mais on n'est pas dupe. Et sur le plan, justement, de ce pouvoir qui reste
majoritairement à plus de 70%, un peu partout dans les chambres et les espaces où le pouvoir se joue. Mais il se joue aussi, comme vous l'avez dit assez justement, dans la traduction administrative, et tous les mécanismes ont changé. Beaucoup de Congolais ont eu l'habitude d'écouter monsieur le fils Kabila, le père, Mobutu et autres. Ça jonche. Donc il y a beaucoup de choses à bouleverser. Et le fait, non dupes, ils savent très bien, les Congolais, que le pouvoir est là. Donc c'est pour ça, quand je parlais de tordre le bras et mettre une pression populaire, et là, bien sûr, ça arrive tout de suite, mais aussi sur le plan de la sûreté, sur le plan sécuritaire, l'Est, où il y a plus que des exactions, des milices qui se comptent à plus de 100. Et un bien territoire sûr, que connaît peu Félix Tshisekedi, que connaît bien Vital Kamerhe puisqu'il en est originaire, mais voilà, que ne connaît pas Félix Tshisekedi directement. C'est pour ça qu'il va falloir être très attentif sur les personnalités qui vont être nommées au gouvernement, entre guillemets, leur pédigré, leur passé politique, d'où ils viennent, est-ce qu'ils vont avoir le régalien, mais le régalien c'est aussi la traduction politique, et que va faire monsieur Kabila, est-ce qu'il va devenir ce président du Sénat? En tout cas il est président, en tout cas sénateur à vie, il a 47 ans, c'est le deuxième homme politique, entre guillemets, illustre d'Afrique. Il y a celui illustre, entre guillemets, de Madagascar qui a 44 ans, donc il reste dans le champ politique par l'âge avec et des possibles. Écoutez en tout cas ce qu'a dit Félix Tshisekedi de celui qui est désormais son prédécesseur, Joseph Kabila, à l'occasion de cette passation de pouvoir, prestation de serment. Écoutez. Monsieur le Président Joseph Kabila Kabange, dans votre exercice du pouvoir, vous avez pu engager le pays dans une transition qui avait abouti à la réunification du territoire national alors divisé. Mais aucun de ces moments n'a pu altérer votre détermination à permettre au peuple congolais de se choisir librement ses dirigeants. Peut-être un mot, Thomas Nicolo, quelle a été la réaction des membres de l'UDPS assis à ce moment-là dans l'audience, qui ont assisté à ce moment-là, lorsque Félix Tshisekedi parle de celui qui, jusqu'à présent, il y a encore quelques mois, dans la bouche de l'actuel chef de l'État et de son père aujourd'hui défunt, était présenté comme le grand adversaire? C'est ce qui était étonnant aujourd'hui également, c'était l'absence de réaction, l'absence de silence parfois dans la foule qui aurait pu, par certains silences, exprimer une certaine gêne face à certains propos de Félix Tshisekedi, mais on a senti de manière générale un soutien assez total de la foule à Félix Tshisekedi. Alors il est vrai qu'il y a eu ce qu'on évoquait tout à l'heure, les militants qui disaient « souviens-toi ce que disait ton papa, le peuple d'abord », mais de manière générale, la foule a été derrière Félix Tshisekedi, et la foule, et c'est encore plus surprenant, la foule avant que Félix Tshisekedi arrive au Palais de la Nation applaudissait à chaque fois qu'apparaissait sur les écrans géants notamment Emmanuel Ramazani Shadari, candidat de la majorité, candidat malheureux à l'élection présidentielle, mais aussi, par exemple, Corneille Nangaa, président de la commission électorale. Donc c'était assez étonnant de voir ce soutien et cette adhésion totale de la foule à ce qui se déroulait sous leurs yeux. Bien évidemment, c'est l'émotion, c'est la joie, c'est le moment historique, comme on disait plus tôt dans ce débat. Donc tout ça se comprend, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de réaction hostile dans la foule qui était clairement venue ici pour voir ce moment historique, pour soutenir Félix Tshisekedi et pour espérer tout simplement de jours meilleurs. Parce que c'est bien cela que Félix Tshisekedi devra faire, c'est améliorer le quotidien des Congolais. Et c'est ça qu'ils attendent de lui. Ça vous surprend, Sonia Rollet, que même parmi les militants, alors là on ne parle pas de militants de base, hein, il s'agit quand même de cadres du parti, mais il y a cette adhésion finalement, y compris lorsque Félix Tshisekedi évoque en termes extrêmement élogieux Joseph Kabila, qui jusqu'à présent était l'adversaire, et puis cette nécessité aussi désormais de travailler ensemble pour des gens qui se sont toujours opposés.
Moi, je ne pense pas que ce soit vraiment surprenant, dans le sens où, quand on dit personne n'est dupe, c'est quand même pas le résultat que voulait forcément Joseph Kabila ou le FCC, où on en est aujourd'hui. Il voulait pas forcément donner le pouvoir à un Félix Tshisekedi. En tout cas, c'était pas son premier choix. Il y avait peut-être des situations qui étaient plus simples à gérer, parce que justement, l'UDPS, il y a beaucoup de gens qui attendent de gouverner ce pays depuis longtemps. On a vu des scènes le lendemain de la proclamation des résultats provisoires et de la victoire de Félix Tshisekedi, où on a vu des militants de l'UDPS essayer de rentrer dans les maisons des gouverneurs, essayer de rentrer dans les prisons, casser aussi des radios, par exemple, des gens proches du pouvoir. Il y avait aussi un ressenti de ces militants-là de l'UDPS vis-à-vis du pouvoir. Et il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui se disent maintenant, bon, ben, c'est notre tour, et donc on va aller. Et cette force-là ou cette volonté-là de l'UDPS, c'est quand même pas simple à gérer pour le FCC en tant que tel, et surtout que effectivement il y a un certain nombre Kabila, de la plateforme électorale de Joseph Kabila. En commun pour le Congo. Voilà. Et donc il y a c'est quand même un jeu sur lequel tout le monde est difficile. Donc je pense aussi que quand les gens saluent un Corneille Nangaa ou saluent le reste, ils saluent aussi le fait d'en être arrivé là, malgré tout, et malgré tout ce qu'on disait, à savoir que la commission électorale était vendue à la coalition au pouvoir, que la Cour constitutionnelle était vendue à la coalition au pouvoir, que la machine à voter allait permettre de tricher complètement, et que, là encore, la détermination de la population congolaise, le fait qu'il ne se soit pas énervé, 5 incidents de sécurité recensés par l'ONU pour toute la journée de vote, alors que dans les quartiers les plus chauds de Kinshasa, on les a empêchés de voter, les militants de l'UDPS, là, jusqu'à 17h. Heure de la fermeture légale des bureaux de vote, et tout le monde le savait. Donc le fait qu'il ne se soit pas énervé, je pense, a vraiment posé un problème par rapport à toute la stratégie aussi de la coalition au pouvoir. Donc il y a une forme de... Oui, ils sont quand même heureux dans l'ensemble, je pense, de ça. Ne repousse pas la pirogue qui t'a permis de traverser la rivière. Enfin, je veux dire, c'est une gratitude fonctionnelle. Il fallait en passer par là, c'était le prix à payer, ce pacte scellé avec le pouvoir sortant. Donc on va évidemment pas huer Joseph Kabila au moment de la passation, car au fond, était-ce un plan A, un plan A' ou un plan B? Il n'en demeure pas moins que sans le calcul politique du pouvoir sortant, Tshisekedi ne serait sans doute pas dans le trône républicain et présidentiel ce soir. Donc voilà, c'est tout simplement ce principe-là qui a été, je crois, avec l'intelligence politique spontanée des peuples d'Afrique et d'ailleurs, qui a été parfaitement compris. Et puis, n'oublions pas quand même que Tshisekedi lui-même avait amplement vendu la mèche avant même l'élection, parlant de Joseph Kabila comme d'un partenaire, ne le traitons plus en ennemi, etc. Donc il y avait une sorte de pédagogie qui avait été, je pense, relayée par les cadres intermédiaires du parti pour qu'elle percole jusqu'au rang du militant, en dépit des gestes de colère et d'impatience qui étaient rappelés à l'instant. Oui, et c'est vrai que en fait, l'UDPS, enfin, c'est-à-dire au moment où l'UDPS, en 2015, commence à négocier avec Joseph Kabila, on est déjà... En fait, à 1 an de la fin du 2e et dernier mandat de Joseph Kabila, il y a déjà des négociations. Il y a déjà des discussions. On préparait déjà à ce moment-là la perspective d'une cohabitation mais en tout cas, ou d'une alliance. Il y a eu des discussions régulières entre les deux, ça on le sait, ils l'ont même admis à plusieurs reprises. Ibiza, Monaco, Paris, Bruxelles, des négociations dites secrètes, qui ne le restent jamais vraiment, pour évoquer, alors à l'époque c'était encore dans le calendrier du mandat initial, l'échéance de 2016. Et puis ensuite, 2016, la Saint-Sylvestre, Tshisekedi n'est pas absent de l'échiquier politique au moment de ce débat-là. Oui. Mais il s'est écarté de... Qui a contribué à repousser effectivement de 2 ans donc à l'élection présidentielle et d'accroître d'autant le mandat de Joseph Kabila. En tout cas, Félix Tshisekedi, lui, aujourd'hui, parle de réconciliation nationale, du lancement d'un forum de réconciliation. Il a appelé un gouvernement d'union nationale où toutes les forces politiques pourraient être représentées. Écoutez. Chers compatriotes, ce jeudi 24 janvier 2019 est un jour historique. C'est un jour rêvé par tous les acteurs qui ont porté notre beau pays dans ce qu'il avait de noble, tout en éveillant nos consciences. Un grand jour pour notre volonté commune de franchir ensemble les rivages de notre destin. Nous ne célébrons pas la victoire d'un camp contre un autre. Nous honorons un Congo réconcilié. Jean-Claude Félix Tshisekedi, est-ce qu'on peut imaginer que des proches de Martin Fayulu rejoignent demain le gouvernement présidé par Félix Tshisekedi? Au moment où nous parlons, c'est peut-être l'exercice qui est en train d'opérer
dans les deux camps qui sont donc maintenant, je vais aller un petit peu vite, mais au gouvernement en plus de M. Tshisekedi. Vous pensez que Jean-Pierre Bemba sera sensible à l'hommage à Mobutu, par exemple? Je ne pense pas, c'est de faire quelques prises. Chez la Mouka, que ce soit chez les Fayoulistes, les Katumbistes ou les Bamba et autres, mais ça va être très difficile. Ce qu'on peut dire, c'est que Monsieur Fayoulou, de manière assez équilibrée, digne et légitime, conteste et continue à contester ce qui lui a été volé. Et ce qu'on peut dire aussi, pour une meilleure compréhension de pourquoi il y a tant de liesse autour de Monsieur Félix Tshisekedi, c'est que c'est Monsieur Félix Tshisekedi, le fils de, en face du fils de. Et c'est quand même une histoire, c'est quand même l'opposition, malgré tout ce qu'on est en train d'évoquer. Et c'est pour cela que les tripes congolaises parlent, au-delà même des partisans de Monsieur Félix Tshisekedi. Donc là, on lui demande d'être à la hauteur, même plus, au-delà même pas de la ferveur, mais de l'épaisseur politique de son père. Donc, il y a c'est plus la cohabitation qui est au menu ce soir dans les discussions. C'est une coalition, voire un gouvernement plus large. Est-ce que la partie fayouliste, la Mouka, va accéder, ou est-ce qu'il va y avoir quelques prises? Précédemment, en 2011, 2015 et autres, il y a toujours eu quelques prises, et notamment à la primature. Mais là, devant les yeux du monde un peu plus nombreux qu'en 2011 et en 2015, mais ils vont quand même tenter, parce qu'ils ont tout tenté, tout osé. Donc je pense qu'ils vont continuer à essayer de faire ce gouvernement dit large et consensuel. Élargir la coalition à des proches de Moïse Katumbi, par exemple, ou d'autres, ce serait un moyen aussi de réduire le poids de Joseph Kabila? Exercice aléatoire. Moi, je vois une autre possibilité tactique. Alors d'abord, le rapport de force, rappelons-le, est écrasant. 337 du côté du FCC, donc des kabylistes, une soixantaine pour la Mouka. Le député. Alors certes, la transhumance étant une seconde nature en politique, il y aura des débauchages individuels, mais le jeu n'est pas là. Pour affaiblir la puissance de feu massive du groupe Kabila, il y a une autre possibilité. Vous savez, dans les institutions de l'ex-Zaïre, ce qu'on appelle l'informateur, qui est un collaborateur du président élu, qui va aller, dans le mois qui vient, dans les 30 jours, travailler au corps des députés, essayer de les convaincre, etc. Et peut-être essayer de faire glisser un peu le rapport de force à l'intérieur de l'Assemblée, étant entendu que vous savez, c'est un vieux principe de science politique, alors qui est peut-être pas toujours opératoire, mais le pouvoir va au pouvoir, et que donc certains, tout en assumant leur étiquette, leur allégeance historique au parti au pouvoir, ceux qui l'étaient et qui le restent au Parlement, pourraient être tentés parce qu'il y a des tas de moyens. Il y a l'argent, il y a les postes, etc., etc. Mais je ne pense pas, en tout cas, que l'on se dirige à marche forcée vers un gouvernement d'union nationale de stricte obédience qui représenterait tout le spectre politique. Non. Il y a encore trop de crispation, il y a encore trop de cristallisation. Et voilà, encore un Martin Fayoulou qui, pour d'assez bonnes raisons, revendique la victoire dans les urnes. Donc je veux dire, non, c'est trop tôt. Et ce travail, ce sera un travail de sape, ce sera un travail long, lent, comme tout d'ailleurs dans ce pays. Reste, Thomas Nicolon, des questions essentielles qui tiennent au développement, à l'économie et puis aussi à la sécurité. Joseph Kabila, on s'en souvient, avait exigé à plusieurs reprises le départ de la MONUSCO. C'est l'une des principales forces de casque bleu de l'ONU dans le monde, celle présente en République démocratique du Congo avec 17 000 hommes. Félix Tshisekedi, au contraire, a laissé entendre qu'il serait favorable au maintien, voire au renforcement de ces casques bleus. Il faut dire que les zones d'insécurité se multiplient en RDC. Donc Félix Tshisekedi n'a pas intérêt à vouloir repousser ceux qui peuvent aider la RDC à gérer ces points chauds. Surtout à l'heure actuelle où Félix Tshisekedi semble vouloir rassembler, rendre hommage à tout le monde et tendre la main à tout le monde. Il n'y a pas de raison que Félix Tshisekedi tende des mains à tout le monde, mais rejette l'aide de la MONUSCO. Une aide d'ailleurs venue de la MONUSCO qui est parfois décriée, parfois critiquée,
par les Congolais eux-mêmes, par le président Kabila à de maintes reprises, mais également par les Congolais eux-mêmes et les observateurs. Il est vrai qu'il est parfois difficile de savoir concrètement quel rôle jouent les casques bleus dans certaines zones compliquées au nord Kivu, sud Kivu, où parfois les casques bleus auraient pu intervenir mais ne l'ont pas fait. Il y a toujours des zones d'ombre autour de la réelle efficacité des casques bleus en RDC. Alors du côté de la MONUSCO, on se défend en disant oui mais ce qu'on ne sait pas, c'est le nombre de massacres qui ont été évités grâce à la simple présence des casques bleus dans la zone ou dans la région. Alors certes c'est un argument qui est valable, mais pour l'instant, Félix Tshisekedi semble plutôt tendre la main à cette présence prolongée de la MONUSCO. On verra si son discours change dans les prochaines semaines. Sonia Rollet, il a les moyens, Félix Tshisekedi, de restaurer ce que ses prédécesseurs n'ont pas pu faire, c'est-à-dire la sécurité dans l'est du pays, d'imposer sa volonté à l'armée, lui qui n'en est pas issu, et surtout une armée dont on imagine qu'elle est largement façonnée aussi par le pouvoir sortant, et puis de négocier peut-être avec les pays limitrophes qui jouent un rôle dans l'est de la RDC. On pense évidemment au Rwanda et à l'Ouganda. Ça va être compliqué parce que surtout, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que dans cette compétition électorale, rien que pour le FCC, il y avait 20 000 candidats. Et il y a 850 élus à l'heure actuelle, il y en aura peut-être 50 de plus avec le gouvernement, quelques centaines de plus à droite à gauche avec les gouvernements provinciaux, mais bon, tout le monde ne va pas avoir des postes et donc ça va créer beaucoup de ressentis. On a vu des violences déjà, comme les violences à Yumbi qui ont un fond politique et électoral. Depuis la contestation des résultats, on voit, et c'est pour ça qu'on voit aussi ces appels de Félix Tshisekedi, notamment le soir de la proclamation définitive des résultats, on voyait ses conseillers dire toutes les communautés doivent rester ensemble, etc. Parce qu'il y a des tensions ethniques en ce moment entre la communauté et les communautés qui soutiennent Félix Tshisekedi et les communautés qui soutiennent Martin Fayulu. On sait, en tout cas, si on croit les chiffres de la Synco, les données que nous, on a récupérées de la CENI et le reste, que le vote était quand même très, très géographique. Et que tout ça, c'est quand même... il risque d'y avoir des tensions à l'avenir, que c'est ça surtout qu'il va falloir gérer, c'est comment arriver à faire que tout le monde reste calme pendant le temps que, si l'UDPS suit sa stratégie, puisque eux, ils disent qu'ils veulent petit à petit amener Joseph Kabila à finalement quitter le pouvoir, et que c'est un peu ça leur objectif, et ben, d'amener les gens à être patients. Comment on amène... Parce que le jour du vote, les Congolais ont été patients. Mais depuis ce jour-là, en tout cas dans les discours, on entend des discours qui ont une certaine violence, même chez des gens chez qui on ne les entendait pas auparavant. Donc ça a quand même radicalisé. Donc là, il faut savoir si avec ces mesures, les premières mesures qui vont être prises et qui sont un peu déjà annoncées comme la libération des prisonniers, ça va arriver à faire baisser les tensions et que les gens vont tout simplement croire à une alternance possible. En une minute. Il y a un risque, vous pensez réel de... Il y a un risque géoethnique à bien gérer de la part de monsieur Tshisekedi et toute la classe politique. On voit bien que la société civile, elle, dans son comportement, dans son vote, il y a eu le vote a été transcendé sur le plan géoethnique. On a vu même des surprises dans des régions, des voix qui se sont reportées assez fortement vers Tshisekedi, vers Fayulu, mais il reste quand même quelques problématiques, voire des luttes intestines, et il va falloir vraiment une stratégie presque géostratégique à l'intérieur de cette géoethnie dans un vaste pays où tout est en ébullition. Il va falloir faire preuve de beaucoup d'équilibre et d'habilité, parce que comme vous dites, il y a des retenues, les gens se retiennent, mais c'est pour cela que la réponse des questions sociales bien réparties sur le pays est très très importante. Territoire très vaste. Un test, pas de midterm elections, mais un test si la CENI tient son engagement. Il y aura en mars des élections dans les territoires, notamment Beni-Butembo, où on n'a pas voté, quand même 1,2 million de citoyens qui ont été privés de l'exercice de leurs droits civiques à ce moment-là. Et ça va être par exemple intéressant de voir comment la communauté Nandé va se positionner par rapport au premier pas du président qui a été investi aujourd'hui. Merci beaucoup Vincent Huge, c'est la fin de ce débat. Merci à Thomas Nicolon qui était avec nous en duplex de Kinshasa, à Jean-Claude Félix Tchikaya et à Sonia Rollet avec nous ici même en plateau. Restez avec nous à suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24. www.bobokoyaboka. Bobokoyaboka. 3W.